Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des coulisses Live Mentor, notre émission qui détaille le secret des entrepreneurs, qui rentre dans les coulisses. J'ai la chance d'avoir avec moi des invités incroyables qui sont freelance, e-commerçants, qui sont restaurateurs, qui sont thérapeutes, c'est le cas de notre invité du jour, qui sont artistes parfois. Je vais prendre des métiers extrêmement spécifiques et ces invités acceptent de me raconter tout leur parcours, leurs difficultés, leurs succès, leurs doutes, leurs questionnements avant de se lancer, leurs premiers clients et puis le développement de leur activité jusqu'au stade où ils en sont, où elles en sont aujourd'hui, à savoir une activité résiliente, stable, pérenne. Ça ne veut pas dire que tout est rose, au contraire, mais ils ou elles peuvent en vivre confortablement et ont laissé de côté cette peur de finir à la rue qu'on a tous eu au moment de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un thérapeute. Il s'appelle Thibaut Goutier, il est hypnotiseur et il a réussi à vivre de son activité. Et je sais que pour beaucoup de thérapeutes, une profession pour laquelle moi j'ai énormément de respect, à titre personnel, je travaille avec énormément de thérapeutes qui m'aident à vivre sereinement mon activité d'entrepreneur. Je suis cofondateur de Live Mentor, qui est donc une plateforme de formation pour créateurs et créatrices d'entreprises. Et si je n'étais pas aidé par des thérapeutes, je n'arriverais jamais à survivre en tant que dirigeant. Il y a énormément de personnes qui se lancent dans cette activité aujourd'hui, qui n'ont pas envie de bosser pour un hôpital. Je parle de naturopathe, je parle d'énergéticien, je parle de sophrologue. Et avec Thibaut, on va parler d'hypnose spécifiquement, mais c'est une activité qui peut générer beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Il est difficile pour beaucoup de réussir à en vivre. Thibaut l'a fait, donc on peut tous et toutes le faire. Bonjour Thibaut, merci d'être là. Bonjour Alexandre, merci à toi de m'avoir invité. Alors, tu es donc hypnotiseur. Est-ce que tu peux en deux mots nous détailler ce que c'est déjà que ce métier, parce qu'il est peut-être moins connu que d'autres niches entrepreneuriales, c'est un peu moins connu que restaurateur par exemple. Ah, c'est vrai. Alors hypnotiseur ou hypnothérapeute, ou moi j'aime bien dire de toute façon thérapeute, parce que quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est de la thérapie. Mais effectivement, alors comment on pourrait dire le métier d'hypnothérapeute? C'est un métier d'accompagnement. C'est un métier de soutien, c'est un métier d'aide, et dans lequel c'est vrai, alors il n'y a pas que ça, mais ça fait partie grandement évidemment de l'approche, dans lequel on travaille avec ce qu'on va appeler des états modifiés de conscience, avec des états un peu secondaires, dans lesquels on peut approcher des problématiques, dans lesquelles on peut contacter des choses différentes que dans notre état normal où on a les mêmes ressentis que tout le temps, on est soit tout le temps dans un truc hyper énergique et puis on n'a pas le temps de regarder, de ressentir, et peut-être que de prendre un peu le temps avec quelqu'un qui est là pour cadrer, avec quelqu'un qui est là pour creuser, pour expérimenter avec soi, ça permet de contacter des choses différentes. Voilà. Et alors moi je connais par exemple beaucoup d'amis qui ont réussi à arrêter de fumer, ils ont réussi à arrêter le tabac grâce à un travail avec un ou une hypnothérapeute. Est-ce que tu peux nous parler des autres problèmes classiques pour lesquels on vient te voir et on te demande une ou plusieurs sessions? Alors l'hypnose c'est particulier déjà dans le fait que dans l'esprit des gens, c'est presque quelque chose de magique et donc c'est presque quelque chose avec lequel on pourrait tout régler. Du coup, on a vraiment tout qui vient sonner à notre porte. On a toutes les problématiques. Alors, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est addiction, que ce soit le tabac, c'est très classique, l'alcool ou d'autres addictions. Mais après, on a des problématiques de confiance en soi, on a des problématiques motivationnelles, on a des choses aussi très purement physiques, par exemple tout ce qui peut être des douleurs récurrentes, des douleurs chroniques, où les gens viennent en disant voilà, moi ça fait 2 ans que je suis suivi par un médecin ou plus, on n'arrive pas à trouver ce que c'est, ou alors c'est en dents de scie, ça va, ça vient, je suis sûr qu'il y a quelque chose de psychosomatique ou quelque chose d'autre, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble. Donc il y a plein d'axes comme ça. Et évidemment, il y a aussi des choses où ça peut pas être défini de la même manière, mais c'est des époques de vie, des moments de vie où il s'est passé des choses, des traumatismes, et on peut être soit en plein dedans, en mode il se passe quelque chose pour moi, j'ai besoin d'un soutien, ou il s'est passé quelque chose pour moi il y a quelques années, j'en suis toujours pas ressorti. Et donc là aussi il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec cette demande là, juste
il s'est passé quelque chose, je suis toujours bloqué dedans, j'arrive pas à recréer du mouvement, j'arrive pas à recréer de la nouveauté, ça fait que je suis toujours en stress, toujours en ceci, toujours en cela, et j'ai besoin de nouveautés. Comment on fait? Voilà. C'est une activité incroyable, essentielle. Moi, je suis un énorme fan de Bernard Werber, l'écrivain qui est fan d'hypnose et qui parfois dans ses conférences avec ses lecteurs et lectrices propose des petits exercices d'hypnose. Qui est un ami. Qu'un ami à toi? Ouais. Ah, tu le connais? Bah non, je le connais pas, mais là, je suis alors il faut le faire venir la prochaine fois. Il est incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. Oui, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. J'ai eu la chance d'être avec des gens qui étaient dans son sac d'amis et puis qui un jour m'ont dit mais viens, on va chez Bernard. Je dis Bernard qui? Bernard Werber. Ah, évidemment, je viens. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un grand enfant. Et qui du coup, quand il est tombé sur tout ce qui était, il pourra en parler mieux que moi, mais tout ce qui était, je pense, voyage, hypnose, tout ça, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui en parlait avec autant de pétillement dans les yeux. Enfin, et j'adore ce qu'il fait. J'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait. Il y a une interview d'ailleurs de lui sur ma chaîne qu'on avait fait à distance à l'époque parce qu'on n'arrivait pas à se croiser à ce moment-là, parce qu'il venait de sortir son dernier spectacle qu'il fait avec une harpiste justement de voyage. Et je crois que il y a peu de gens que j'ai vu faire ça avec autant de cœur et de se dire mais en fait c'est un partage, point. Et peu importe la forme, c'est juste en fait on va voyager ensemble et c'est génial. Voilà, donc mais j'irai voir l'interview sur ta chaîne YouTube. On va en parler. Thibaut a une chaîne YouTube qui a été assez essentielle dans le développement de ton activité. Mais donc en tout cas voilà, Bernard Werber, quelqu'un qui fait du bien dans le développement, je dirais, culturel de l'hypnose, dans le fait de rassurer les gens sur le fait que ces thérapies alternatives ont un sens et sont complémentaires avec la médecine traditionnelle. Moi, je suis pas pour l'opposition entre la médecine traditionnelle et les thérapies alternatives. Simplement, la naturopathie, la sophrologie, l'hypnose et toutes les autres techniques ont un sens et reposent sur des fondamentaux qui sont intéressants. Donc ça, c'est acté, on le sait, et pourtant, énormément de thérapeutes ont beaucoup de mal à vivre de leur activité, se sentent stressés parce qu'ils n'ont pas un calendrier de patients rempli, parce qu'ils ne savent pas comment proposer leur prix, parce qu'ils ne savent pas comment convaincre des personnes de tester leur service. Et donc je vois par exemple des thérapeutes qui finissent dans des situations émotionnelles très compliquées, avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, qui tentent de se faire connaître de manière qui ne fonctionne pas avec par exemple des publications sur Facebook, j'offre une séance, j'offre 2 séances, j'offre 3 séances. Il est possible de faire autrement et donc c'est ce qu'on va voir avec toi aujourd'hui, Thibaut. Alors, premier pilier de ta réussite, et c'est pour ça qu'on va revenir un peu dans ton passé, tu t'es constitué un réseau dans le monde de l'hypnose alors que tu ne viens pas de ce monde-là. Tu n'as pas dès le lycée été embarqué dans un parcours de thérapeute. Raconte-nous en fait ton lancement. Je crois que tu l'as fait à l'âge de 26-27 ans. En tout cas, ta transition professionnelle a commencé à cet âge-là. Mais avant, tu étais salarié dans un grand groupe français. Lequel? Raconte-nous. Ta première vie professionnelle. Eh bien, la première vie professionnelle, c'est même encore avant. Mais effectivement, tu as raison. Au bout d'un moment, j'étais chez Lagardère. Chez Lagardère Entertainment, donc dans la branche de Lagardère qui s'occupe de la production audiovisuelle. Et j'ai commencé là-bas en tout petit stagiaire porteur de café. Et j'ai monté peu à peu les échelons avec beaucoup de chance, avec beaucoup de rencontres, avec plein de trucs qui font que ça a marché. Et au bout d'un moment, comme tu le dis, vers 26 ans, j'étais arrivé à un très bon poste où où je me sentais assez bien, où j'étais bien payé, etc. Mais où j'ai senti que ça y est, c'était là, il y avait un stand-by pour au moins plusieurs années, que les gens qui étaient décisionnaires au-dessus de moi étaient pas dans la même énergie de moi, de création, d'aller chercher des nouveautés, et du coup, ça a commencé à me poser des questions sur peut-être que Lagardère c'est pas l'endroit où je vais continuer, où je vais finir mes jours. Et il se trouve que peu de temps avant, j'avais commencé justement à m'intéresser très fort à la thérapie. À la thérapie avec un grand T, tout ce qui était accompagnement, et puis aux thérapies alternatives. Comme tu le dis, même la naturopathie, tout ce qui est pas forcément thérapeutique, mais qui est soutien, qui est un peu oublié, un peu de côté. Et tu avais commencé comment? Qu'est-ce qui t'avait donné le goût pour ces thérapies alternatives? Qu'est-ce qui m'avait donné le goût pour ça?
je saurais pas dire. Je crois que ça a toujours été un peu là. Moi, je crois que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses, un peu diffus, et je crois que ça avait toujours été un peu là, avec, tu sais, avec beaucoup de curiosité aussi, même sur des choses encore un peu plus étranges comme toutes les cultures chamaniques, toutes ces choses-là, qui est toujours quelque chose que j'ai regardé, où je suis pas forcément allé à cette époque-là, mais que j'ai regardé. Et donc à ce moment-là, l'hypnose, alors si, d'ailleurs, je te dis une bêtise, donc je regardais tout ça, et alors moi il se trouve que j'ai perdu mon père quand j'avais 5-6 ans, à peu près. Ça a été très dur à vivre, et pour moi, et pour ma famille. En plus, il y avait, voilà, évidemment, c'est jamais simple, dans une famille, quand il se passe ça, en plus, comme dans beaucoup de familles, il pouvait y avoir des secrets de famille, des choses comme ça, enfin, ça cristallisait beaucoup de trucs, et vers les 25-26 ans, c'est un peu revenu me travailler. Peut-être parce que la place masculine qu'on peut prendre dans le monde aussi, peut-être, tu vois, un truc qui avait des échos avec mon père que j'avais perdu, enfin, des choses. Et donc ça me travaillait un peu. Et je crois que c'est un ami qui m'a dit, mais est-ce que tu connais l'hypnose? Et je dis, bah oui, mais j'ai lu des trucs dessus. Tu devrais aller voir l'hypnose quand même, c'est intéressant. Et il se trouve que l'hypnose, c'était un des rares trucs où je me disais, ouais, alors ça... Vraiment, j'y crois pas. Ouais, je me dis bon, ça franchement ouais, c'est du placebo gentil, et vraiment je me suis dit ça. Et le mec me dit non, tu devrais aller voir. Et en fait, moi je suis très il y a un petit côté, à l'époque en tout cas, j'avais un petit côté je crois que ce que je vois. Et j'avais totalement oublié, c'est vrai que quand on a parlé rapidement de la préparation de l'interview, j'ai totalement oublié de te dire, en fait, on m'a dit ça. Et du coup, je me suis dit je vais aller tester le truc. Et j'ai rien lu, j'ai rien, machin. Je suis pas allé voir un hypno, rien. Le soir même, je suis rentré chez moi et je me suis inscrit à une formation d'hypnose. Et je me suis inscrit à ce qu'on appelle un Tech 1. On a toutes les écoles ont un peu les mêmes niveaux de formation, les techniciens et praticiens. Et puis des fois, c'est séparé en Tech 1, Tech 2, Prat 1, Prat 2, etc. Et en fait, je suis rentré chez moi le soir en me disant, puisque c'est comme ça, je vais me poser une semaine de vacances et je m'inscris à un Tech 1. D'accord. Donc tu poses une semaine de vacances de ton boulot chez Lagardère et tu t'inscris à une formation d'hypnose de niveau 1. Ouais. D'hypnothérapie. Oui, c'est comme ça que c'est venu en fait. Effectivement, en le disant, ça me revient. Et c'est comme ça que c'est venu. Et donc j'ai fait cette formation-là en me disant, mais très neutre, hein, pas en me disant, je vais aller leur prouver que c'est pas bien ce qu'ils font et que c'est moi qui ai raison et ça. Mais juste en me disant, je vais aller voir et puis, on verra bien. Est-ce que c'est des tarés déjà? Est-ce que c'est des tarés? Est-ce que ça a des bases? Tu vois, théoriques ou pratiques? Et en fait, je me suis pris une sacrée claque. Voilà, j'ai vraiment eu quelque chose, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Juste un point là-dessus qui est quand même incroyable, c'est que moi, donc j'essaie toujours de définir un peu quelle est l'essence de Live Mentor, et pour moi, c'est une intention de vivre. En fait, ce qu'on essaye de créer, ou ce qu'on essaye de regrouper comme individus, ce sont des personnes qui ont une intention de vivre, et là, je trouve que tu le symbolises parfaitement. C'est-à-dire que c'est assez rare de tomber sur une personne qui, dans un boulot classique, se dit, mais en fait, je vais poser une semaine de RTT, une semaine de vacances, une semaine de congé, et aller me faire une formation sur quelque chose dont je ne connais rien. Et en fait, c'est incroyable, ça t'ouvre derrière un parcours qu'on va détailler, mais tout commence par le fait de se dire, en fait, la vie est multiple, la vie est riche, il y a plein de choses qu'on peut découvrir et explorer, et puis pourquoi pas y aller. Et puis d'aller se faire une idée. Et comme tu dis, moi là en y pensant, enfin c'était il y a longtemps du coup, en y pensant, je trouve ça dingue que ce soit parti de ouais allez, je vais aller me faire une idée. Et en fait, ça a changé ma vie réellement, puisque maintenant je suis thérapeute. Je me forme aussi à la Gestalt, qui est une autre thérapie depuis plusieurs années. J'ai un cabinet qui est ouvert et qui marche bien. Je travaille avec plein de marques de plein de manières différentes. Alors que juste avant d'avoir commencé ça, j'avais une vie qui me plaisait bien, mais j'étais directeur de prod chez Lagardère. Dans un truc très classique. Et donc tu fais cette semaine, et à la fin de la semaine, tu te dis, je vais quitter mon boulot. Ouais, à la fin de la semaine, je me suis dit, en fait, là, j'ai touché un truc du doigt. Faut que je continue la formation. Il faut que je continue la formation et il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc je savais, je crois qu'à la fin de la première semaine, je savais que Lagardère, ça allait se finir tranquillement et que j'allais commencer quelque chose de nouveau dans cette direction-là. Ouais. Et alors à ce moment-là, tu poses tu prends une rupture conventionnelle, Alors à ce moment-là, comment je fais ça? Non, alors j'ai beaucoup de chance à ce moment-là, parce que je commence à me dire Lagardère, je mets ça
Je mets ça de côté. En même temps, j'ai beaucoup de chance et puis en même temps, on la provoque, cette chance-là. On est tous d'accord sur ça, je crois, mais il y a toujours un mélange des deux. Mais du coup, je me dis, bon, bah voilà, je vais poser une semaine de temps en temps et puis faire les formations que je peux et puis j'avancerai et puis je verrai bien. J'avance dans cette formation d'hypnothérapie dans une grosse école parisienne et j'ai de la chance. Au bout d'un moment, je croise plusieurs fois le directeur de cette école avec qui je m'entends bien à l'époque et qui me dit, bah voilà, l'école est en train de grandir. Vu le parcours que t'as chez Lagardère, et puis moi je suis un touche-à-tout, enfin je suis vraiment et à un niveau technique et à machin, enfin il y a le côté entrepreneur qui est là depuis longtemps parce que j'aime bien apprendre plein de choses, mettre en place, tester, etc. Et il perçoit ça, il me dit ben écoute, t'es intéressé par l'hypnose, t'as des capacités de communication, de production, tout ça qui nous intéresse. Est-ce que ça te dit de venir et d'être directeur de la com et du développement de l'école? Et ça s'est fait comme ça. Et alors évidemment, bah, quand une entre guillemets une nouvelle passion qui s'ouvre, qui a l'air de t'emporter, bah, quand d'un seul coup il y a quelqu'un là-bas qui est très représentatif qui dit mais viens participer au projet, viens avec nous. Bon bah évidemment, bah là j'ai quitté Lagardère et j'y suis allé. C'est incroyable. Là, c'est quand même je trouve un super apprentissage pour tout le monde. Tu as commencé à créer ton réseau dans l'hypnothérapie avec un boulot salarié. Oui. C'est-à-dire que t'as commencé ta reconversion professionnelle, t'avais en tête déjà de te mettre à ton compte à un moment, d'avoir ton cabinet, mais t'as fait les choses d'une manière très patiente, comme une tortue. Et en fait, tu t'es mis, mais dans un écosystème, dans une nouvelle tribu, dans une nouvelle famille, avec des gens qui avaient une énorme expérience à te partager, et ça a dû te faire grandir, mais à une puissance incroyable. Énormément. Absolument incroyable. Énormément et en faisant le pont avec les compétences que tu avais d'avant. Et ça, oui. Je tiens à le dire, c'est que souvent on est binaire et on se dit je veux une nouvelle vie, je veux me lancer en tant que thérapeute, tout ce que j'ai fait avant c'était nul, c'était catastrophique, je dois tirer un trait sur mon passé. Alors qu'en fait non, tout se transforme, tout s'utilise et toi c'est ce que tu as fait de manière sublime, c'est-à-dire que dans cette école, ils ont trouvé de la valeur dans les compétences que tu avais acquises dans un job salarié dans une industrie qui avait rien à voir. Je suis hyper content que tu dises ça parce que moi sur les gens que j'accompagne ou même quand on parle de ça, moi souvent je renvoie, c'est une bêtise mais je renvoie au film en disant il faut regarder Slumdog Millionnaire parce que Slumdog Millionnaire, tu vois pourquoi je dis ça? Parce que à la fin, ce qui fait que cette personne-là arrive à répondre à toutes les questions, c'est qu'il va chercher dans tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a des moments où, et c'est un hasard monumental, toutes les questions ont rapport à quelque chose qui s'est passé dans sa vie et il a eu un apprentissage à ce moment-là. Et il s'est jamais dit que cet apprentissage allait lui servir. Et juste, il se trouve qu'à un moment, ça sert. Et moi, c'est exactement ça ce qui se passe dans ma vie et je pense que c'est ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Si on veut bien accepter le fait de ne pas nier de ne pas nier notre passé, juste de dire, ben non, il est là, autant s'en servir, c'est que, oui, j'ai développé des choses, j'ai eu la chance de développer des trucs, des capacités chez Lagardère. Ça, je m'en sers tout le temps. En production audiovisuelle, en tout. Avant de faire ça, tu sais que mon seul et unique diplôme reconnu par l'État, parce que du coup j'ai des certificats d'hypnose, de gestalt, de choses comme ça, mais c'est pas reconnu. Mon seul et unique diplôme reconnu par l'État, c'est un diplôme d'animation radio. Donc, et parce que j'ai fait une des seules écoles à l'époque qui était sur Paris, c'est pour ça que je suis sur Paris d'ailleurs, c'est pour cette école-là sur laquelle j'ai été monté à l'époque quand j'avais 18 ans. J'ai fait la seule école qui donnait un diplôme reconnu d'animation radio. Et évidemment, quand on est en train de discuter là, que quand je fais mes émissions sur YouTube, que quand je représente des marques sur des lives, c'est ça qui est là. Et du coup, il n'y a pas d'avant et après, tout ça va dans la même direction. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a déjà appris sur le chemin? Absolument. Et malheureusement, beaucoup de reconversions professionnelles se font suite à un burn-out. Et quand nous, on reçoit dans les formations Live Mentor des personnes qui veulent créer une entreprise, comme les formations sont basées sur cet accompagnement intensif, les mentors entendent des récits de burn-out et souvent sous la forme « ça m'a détruit cette expérience professionnelle passée, je veux plus jamais en entendre parler et donc je tire un trait ». Et il faut faire ce travail en fait de reconstruction du passé, de réinterprétation du passé pour voir que ce passé peut en fait nous créer le réseau, nous amener au nouveau réseau dont on a besoin. L'autre mécanisme problématique, c'est celui des coûts irrécupérables où des personnes restent dans un travail salarié et se disent « Non, mais de toute façon, tout ce que j'ai investi pour ce job chez Lagardère, par exemple, c'est trop de boulot, je peux pas faire autre chose. Je peux pas sortir de ça.
C'est juste des biais de l'engagement. En fait, t'es engagé dedans, t'as trop appris, t'as trop fait ton réseau justement dans cette direction-là, et tu te dis je peux pas repartir à zéro. Et en fait, tu repars pas à zéro, jamais. Tu rebondis sur ce que tu as créé. Exactement. Mais alors, continuons. Donc, tu crées le début de ton réseau. C'est vraiment le premier levier de ta réussite actuelle. Tu crées le début de ton réseau en prenant un job salarié dans une école d'hypnothérapie qui a besoin de se structurer, de se développer. Tu prends un job de directeur de la com. Et ensuite, comment tu l'as développé ce réseau et comment tu continues de le développer aujourd'hui? De plein de manières différentes. Mais déjà, par rapport à ce que tu dis là, il y a un truc, c'est que cette transition-là, et c'est vrai que peut-être que c'est important de parler de ça, la transition de chez le Lagardère à cette école-là où j'ai un nouveau CDI à ce moment-là, c'est que ça a mis 1 an de discussion. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être un peu tentant quand on est quand en face, quand on nous dit allez viens, ça va être une belle aventure, d'y aller et de pas négocier, pas juste se dire et je pense que c'est intéressant de se dire attends, juste à quel prix, comment, quoi, pour faire quoi, etc. Et je trouve que c'est bien aussi de se dire il y a des moments où on peut prendre le temps aussi de se dire, tu vois ce que je veux dire, de se dire bon, je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je le fais, etc. Donc ça a mis 1 an de négociation. Et ce que je trouve avec le recul, ce que je trouve assez dingue, parce que j'étais tellement passionné par le truc, je me demande comment je suis pas parti en courant dedans tout de suite. Mais voilà, donc en tout cas, il y a eu ce temps-là, tampon entre les deux. Okay. Et puis après, sur le réseau, alors, il se trouve que du coup, donc c'était une grosse école d'hypnose qui effectivement était en train de grandir. Et donc, j'ai eu la chance de participer à plein de nouveaux projets, à plein de nouveaux produits, parfois aussi, de choses vraiment à proposer, à vendre, et de rencontrer plein de gens. Alors, il y a tous les élèves qu'on rencontre et qui deviennent après des thérapeutes et qui deviennent des gens qui s'installent et qui deviennent tous ces gens-là et puis en plus qu'on voit grandir et que quand on fait partie mais tu sais ce que c'est, quand on fait partie de l'école qui les accompagne, il y a un truc hyper on joue un rôle. Mais oui, et le fait de jouer ce rôle-là, ça nous remplit énormément en fait. Quand bien même on est dans de l'administration, on se dit c'est trop cool, on change le monde. Ça crée des relations incroyables, d'une force qu'on n'oublie pas. Mais oui, donc il y a ça, il y a tous les autres formateurs qui peuvent être là. Moi j'ai eu la chance d'organiser à certains moments des congrès. Donc soit des gros congrès dans des grosses salles à Paris, voilà, ou des toutes petites choses. Mais bon tu rencontres des intervenants, des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant, et ça commence à créer ce réseau-là, ça commence à créer ce maillage. On parlait tout à l'heure de Bernard Werber, je l'aurais jamais rencontré sans ces réseaux-là, sans le fait qu'ils connaissent des gens, qu'ils connaissent des gens là, et puis voilà. Non, il y a effectivement au niveau réseau, par rapport à ce qu'on dit là, par rapport à devenir thérapeute après et réussir à utiliser ce réseau-là pour juste réussir à vivre de sa passion d'accompagnant, le réseau, il a une importance, en vrai. Et plus que le réseau, je pense que, et ça c'est un vrai message à ceux qui ont envie de devenir thérapeute, c'est un métier qui peut être terriblement solitaire, le métier de thérapeute. D'abord parce que pour beaucoup de gens, on a son cabinet dans son coin, et puis voilà, et on regarde des gens, et puis il y a des gens qui passent chez nous, et puis en vrai, ces gens-là, on peut les soutenir, on peut être là pour eux, on peut avoir beaucoup de liens humains avec eux, mais ça devient pas nos amis, pour autant on est dans un rapport qui est particulier. Et donc quand on a juste son cabinet dans son coin, on peut se retrouver très isolé. De la même manière, des fois on a des endroits où il y a plusieurs cabinets, mais bon, on se croise entre 2 séances, etc. Ouais. Et puis c'est pas toujours évident Donc je pense que ce réseau-là de thérapeutes comme soi, où on va traverser les mêmes choses, et on va pouvoir en parler, et on va pouvoir discuter de comment on fait quand on se sent un peu seul, comment on fait là, c'est hyper important. D'où avoir un réseau de gens qui traversent les mêmes choses, et puis aussi avoir de la supervision, des groupes de travail, des choses comme ça, créer du lien, vraiment créer du lien. Et on s'envoie des patients. Et en plus, on s'envoie du patient. Parce que c'est une activité où on vend son temps, donc il y a des moments où le calendrier est rempli, on ne peut plus accepter personne, et donc si on connaît d'autres hypnothérapeutes, on va leur donner le patient, on va leur renvoyer le patient et en sens inverse. Totalement. Donc il y a à la fois un impact, je dirais, direct sur l'activité en indépendant, et puis après il y a ce que tu as aussi présenté, c'est-à-dire ce gain en énergie qui est incroyable du fait de ne pas se sentir seul et de se dire ok, je me suis lancé en hypnothérapeute, en thérapeute, mais en fait, il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Je suis pas fou. Je suis pas en train de me dire, je suis pas en train de douter de moi. Bon.
Levier, donc numéro 1, le réseau. J'aimerais parler maintenant d'un levier numéro 2 qui est très difficile pour beaucoup de thérapeutes. Oser mettre un prix. Oser se vendre, c'est un mot qui peut être tabou en France. Surtout dans l'entraide. Surtout dans l'entraide. Surtout pour les thérapeutes. Mais c'est vrai que le mot vente, dès qu'on commence à le verbaliser, le prononcer, on imagine quelque chose de forcé, on imagine quelque chose de malsain, on imagine quelque chose de problématique. Et donc on a dans les personnes qu'on accompagne en formation, nous chaque mois, ce défi, cet enjeu de normaliser l'acte de vente et de supprimer en fait beaucoup de questions qui peuvent polluer l'esprit du thérapeute au moment où il doit donner un prix. Il y a ce malaise et c'est notre responsabilité de l'enlever. Est-ce que toi, premièrement, tu as ressenti ce malaise les premières fois où tu as vendu des consultations, des sessions d'accompagnement et puis quel conseil tu peux donner à un thérapeute qui est dans cette problématique? Ben, il y a plusieurs choses. Alors, est-ce que moi j'essaie de me reconnecter à ce que j'ai ressenti les premières fois où j'ai proposé un prix. Je crois que j'ai pas eu de problème avec le fait de proposer un prix. Je crois que j'ai eu des problèmes à trouver pour moi quel était le bon prix. Et j'ai eu quelque chose presque de la fuite, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire bon, je vais décider le bon prix, je me suis dit je vais pas décider, je vais regarder ce qui se fait autour. Et je vais me mettre dans les normes parce que je suis ni plus ni moins qu'un accompagnant dans les normes et que peut-être que c'est ça. Donc je crois que c'est par ça que j'ai commencé, de me dire voilà, le bon prix, j'en sais rien, je vais regarder un peu ce qui se fait, etc. Mais après sur le fait de déjà faire payer sa prestation, c'est normal que pour un accompagnant ce soit difficile parce qu'on peut avoir l'impression des fois que si la personne vient pas nous voir, si on n'a pas cet accompagnement, si on n'a pas cette rencontre-là, et peut-être que la personne en face va pas s'en sortir. Il y a ça. Et ça peut être vrai par moment. Et par moment, il faut aussi y aller avec un peu d'humilité et se dire mais c'est aussi faux. C'est-à-dire que si elle n'a pas l'occasion de venir te rencontrer, peut-être qu'elle va juste avoir un autre chemin, peut-être avoir un autre cheminement et qu'à la fin ça ira aussi. Donc il faut pas se dire que c'est moi la solution de tous ces problèmes et il faut que je me rende accessible. C'est non. Toi tu es là pour aider, tu es là pour soutenir, mais la seule chose que tu peux offrir c'est ton temps. Et le temps c'est malheureusement dans notre truc c'est quelque chose qui est payant, c'est-à-dire que tu ne peux pas soutenir tout le monde gratuitement comme ça. Par contre, tu peux soutenir certaines personnes gratuitement. Moi, je fais le choix. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube, on en parlera peut-être plus tard, mais du coup, j'ai une certaine visibilité. Et je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des mails où je leur dis très bien, rendez-vous à tel endroit, une séance s'étend, voilà comment ça se passe, etc. Il y a des gens qui sont tellement dans des choses graves, profondes, et qui n'ont pas l'argent et qui sont au fond du gouffre, et on le sent dans chacun des mots qui sont posés sur le mail, que je me dis mais là non. Là en fait, là c'est ma responsabilité d'eux. Donc il faut y aller avec un peu d'humilité en se disant en fait on n'est pas la solution à tout le monde, mais peut-être qu'il y a certaines personnes où là ça vaut le coup, et je le fais. Et du coup je me dis vraiment il y a des personnes qui payent, qui font partie de cette chose là, et puis il y a des gens et puis moi en plus j'ai beaucoup d'activités là en plus avec le Covid, 100% en ligne, d'accompagnement en ligne en webcam, en visio, et je me suis retrouvé par exemple à avoir, je sais plus quel pays c'était, mais avoir à faire des séances gratuitement à une africaine qui m'avait envoyé un mail parlant de suicide, de plein de choses, et je me suis retrouvé pendant plusieurs semaines à accompagner cette personne-là en me disant je sais pas pourquoi mais je me sens à ma place. Donc je crois qu'il faut se laisser la possibilité. Faut pas. En fait, je suis contre les règles. Je suis contre le fait de dire il faut toujours faire payer. Oui, il faut jamais faire payer. Il faut écouter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là, à cet endroit-là. Je pense qu'il y a un prix normal à faire payer parce qu'on est dans du service, même si on a de l'accompagnement, on est dans du service. Et tu vois, est-ce que le plombier fait payer ses heures de déplacement? Oui, en fait, on est dans du service, on a la même chose. Malheureusement, il faut qu'on mange à la fin. Et j'adorerais qu'on soit demain dans un monde différent, où il y a de l'échange, où il y a du troc, où il y a des choses comme ça. J'adorerais ça. Mais il se trouve qu'on n'y est pas. Donc, voilà, avoir un rapport sain à l'argent, et se dire, en fait, c'est normal de se faire payer. Et puis, par moment, c'est peut-être normal de faire des cadeaux aussi à la société. C'est peut-être normal de faire des cadeaux à certaines personnes.
mais je te soutiens à 3000%. Moi, j'ai été donc élevé par un père psychiatre et psychanalyste et j'ai toujours vu mon père, donc dans sa double activité, il avait le métier à l'hôpital et puis il avait son cabinet de psy où il recevait des patients, et il le fait encore, de 6h30 du matin jusqu'à 10h du matin, et puis ensuite, après il va à l'hôpital et ensuite il reprend le soir de 18h à 22h. Mon père est accro au travail. Gros travailleur. Ouais, très 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 gros travailleur. Écrit des bouquins, etc. Et je l'ai toujours entendu et vu faire exactement ce que tu décris, à savoir non pas l'égalité mais l'équité. Si quelqu'un ne peut vraiment pas payer et que mon père peut se permettre pour des raisons X, Y, Z d'aider gratuitement ou d'aider à un prix très faible, il le faisait. Et je crois qu'il est ici, il est essentiel d'avoir deux choses en tête, trois choses en tête. La première, c'est effectivement d'arriver dans un état émotionnel, en fait, où on est confortable avec le prix, où on se pose moins de questions et où naturellement, on ressent, en fait, qui on a en face de nous et on peut mettre un prix X ou Y. Deuxièmement, de comprendre que être indépendant, ça donne la chance de pouvoir faire ça. C'est beaucoup plus compliqué quand on commence à avoir une équipe et qu'on commence à avoir des activités qui sont très structurées. Je prends l'exemple de Live Mentor. Live Mentor aujourd'hui accompagne 1500 personnes en formation chaque mois sur la création d'entreprise. Et donc pour nous, à 1500, c'est impossible de faire des prix différents. Alors on a la chance que les formations puissent être finançables par Pôle emploi et le CPF et que 90% des personnes puissent bénéficier de ces financements et que pour la plupart, il n'est rien à payer. Mais donc ça nous permet de pouvoir aider des personnes qui n'auraient pas les moyens d'avoir sinon un accompagnement de 3 mois. Mais néanmoins, il faut comprendre que le stade où on est seul, indépendant, c'est le stade où on a le plus de liberté sur les prix. Donc, il faut prendre cette liberté. Et le troisième point qui me semble essentiel, c'est d'explorer, comme tu l'as fait, les moyens d'aider gratuitement indépendamment de notre temps. Et dans un instant, on va parler de ta chaîne YouTube et de tous ces contenus que tu proposes qui sont très utiles. Mais voilà, c'est juste merci beaucoup d'avoir partagé ça parce que je crois que c'est des règles sur le rapport au prix spécifique aux activités d'aide, aux activités de thérapie. Et il ne faut pas prendre les règles, par exemple, d'un site e-commerce qui vend des chaises. Et puis, dans ce que tu dis, dans la notion de prix, il y a vraiment, par exemple, et je le sais, moi j'ai un crédit à payer sur ma maison, j'ai ma nourriture, j'ai les voyages que j'aimerais bien faire de temps en temps. Enfin, j'ai aussi besoin d'avoir un revenu comme ça. Et je sais que si demain, par exemple, je me disais non, je veux être beaucoup plus accessible pour les gens. Je vais baisser mes prix. Moi, par exemple, je suis à 80 € l'heure. Voilà, c'est mon tarif. Ça fait depuis très longtemps que je suis à 80 € l'heure. Et j'ai commencé même avec un cabinet plat, pourtant, à 90 €. Et en fait, je l'ai baissé avec le temps en me disant, quand même, oui, il est plat, mais 90, ça me fait, je trouve que c'est beaucoup. Je préfère le baisser. Donc, je l'ai un peu descendu. Voilà. Et j'étais plus à l'aise avec ça. Mais si demain, par exemple, je vais me dire, non, maintenant, je vais être très, je le fais à 40 €. Mais faut bien se dire que 40 €, c'est 2 fois moins que 80. Je devrais avoir 2 fois plus de séances. Si j'avais 2 fois plus de séances, je serais peut-être 2 fois plus épuisé et je n'aurais absolument plus de place. Et 2 fois moins efficace. Mais 2 fois moins efficace, sans doute, et j'aurais plus du tout de place pour donner du temps gratuitement à ceux qui en ont besoin gratuitement. À ceux pour qui que ce soit 60, 80 ou 20, il n'y a aucune différence. Ils ne peuvent pas payer ça. Ouais. Et donc pour moi, voilà, comme tu le dis, moi je suis plutôt sensible à l'équité. C'est-à-dire, on donne selon les besoins qu'il y a en face. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, même si et c'est quelque chose, tu vois, c'est la première fois que je le dis, ça n'apparaît pas sur le site, personne le sait. Mais donc moi, je suis à 80 € la séance. Mais si quelqu'un m'envoie, j'ai vu que vous étiez à 80 €, mais c'est un peu cher pour moi, il n'a aucun besoin de justifier. S'il me met ça dans un mail, je lui envoie tout de suite un lien en disant, voilà un lien à 60. Tu fais ce que tu veux. Et donc, il y a ça aussi, c'est que j'ai la liberté de faire ça parce que j'ai pas tiré mes prix vers le bas. Je me suis dit non, mon accompagnement il vaut tant et de temps en temps je peux faire un geste. Tu vois, je brade pas mon accompagnement, mon sentiment d'eux. Ouais. C'est juste, il est à ce prix-là, mais de temps en temps moi je peux choisir en conscience de faire un geste. Et c'est totalement différent comme positionnement. Écoute, je suis tellement aligné avec ça. C'est pour donner un écho comparable. Moi, je me suis beaucoup interrogé justement sur comment Live Mentor peut
avoir cette liberté en fait, ces espaces d'adaptation. Et donc au niveau de l'inscription à la formation, c'est compliqué parce que encore une fois, 1500 personnes chaque mois, tu as besoin d'avoir quelque chose qui est cadré et heureusement il y a les financements de formation. Par contre, ce que je sais, ce que je vois, c'est que avant, pendant, en dehors des formations, il y a des choses qui se passent. Hier, je reçois un message sur mon Messenger de quelqu'un qui, je vais pas donner le nom de l'entreprise parce que c'est confidentiel, mais qui s'est formé pour la première fois il y a 4 ans chez nous, une aventure de dingue, un entrepreneur à la tête d'une super boîte e-commerce. Il a monté cette entreprise avec sa femme, ils sont passionnés par leur sujet et il me dit j'ai vu que vous lanciez une nouvelle formation sur comment se faire connaître sur Google, j'ai pas eu le temps de m'inscrire, est-ce que tu peux me donner le lien d'inscription? Et je lui dis bah non, la phase là est terminée, par contre ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles, appelons-nous au téléphone, comme ça tu me racontes ce qui se passe. Et là au téléphone il me raconte qu'en fait ils sont dans une phase très compliquée, ils font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année, mais ils ont fait des mauvais recrutements cet été, qui les ont plombés en trésorerie. Ils ont moins 10 000 euros sur le compte en banque. Et la banque ne les suit plus. Et donc en fait là, j'apprends au téléphone une situation de détresse. Mais je suis heureux d'avoir un métier qui me permet de pouvoir dire à cette personne, attends, déjà tu ne vas pas t'inscrire à cette formation parce que là, il faut faire très attention à chaque euro qui sort. Par contre, tu m'envoies un mail et on va essayer de travailler sur la situation ensemble. Moi, je suis déjà passé dans mes entreprises dans une situation où chaque euro est essentiel, où il faut vraiment, on peut sortir de cette passe difficile, mais il va vraiment falloir prendre les bonnes décisions. Faut cadrer. Et je vais t'aider gratuitement et voilà. Et c'est pour ça qu'on lance des événements gratuits aussi pour la communauté, comme quelque chose qui s'appelle le Club Live Mentor, qui sont des événements de développement personnel. Et je sais que tous les mentors de l'équipe, d'ailleurs toi tu es aussi mentor, chez Live Mentor, ont tous et toutes des situations qui ressemblent à celle-ci. Donc voilà, juste pour clôturer là-dessus, quand vous êtes thérapeute, coach dans la relation d'aide, le plus important est sûrement de s'écouter, d'écouter l'autre et de faire les ajustements qui sont possibles. Cette interview va durer des heures. On va exploser les compteurs. Mais donc on a retenu les deux premiers leviers vraiment qui expliquent la résilience de ton activité d'hypnothérapeute aujourd'hui, le réseau et puis la capacité à oser donner un prix et à avoir de la fluidité par rapport à ce prix. Troisième pilier, YouTube. Oui. Tu as lancé une chaîne YouTube avec plusieurs milliers d'abonnés. On a plus de 10 000 abonnés sur ta chaîne, si je dis pas de bêtises. Là, on est à 25 000. 25 000 abonnés. 25 000 abonnés. Le total peut-être des vues cumulées sur les vidéos ou des commentaires, tu le connais pas? Non, je connais pas, ça fait pas partie des métriques que je regarde. Mais la vidéo peut-être la plus vue, c'est quoi? Alors, comme toutes les chaînes, il y a des vidéos qui ont explosé. Et je sais pas à combien elle est, mais elle doit être à je sais pas, plusieurs dizaines de milliers. Et quel est le titre de cette vidéo? Je sais plus. Tu sais plus. Non, je sais plus parce que. Mais sur quoi sont tes vidéos? C'est quoi, pardon? Quels sont les titres, les thèmes de tes vidéos? Alors, les thèmes des vidéos, là, il y a quelque chose d'autre que je m'amuse à faire depuis pas longtemps, mais classiquement, sur ma chaîne YouTube, c'est des séances d'hypnose. C'est des séances d'hypnose, d'accord. C'est des séances d'hypnose qui durent entre 20 minutes jusqu'à 1 heure. Certaines. Mais qui ont un titre, hein, qui ont un thème. Qui ont un titre, qui ont un objectif. Un objectif. Et des fois d'ailleurs l'objectif est pas totalement clair, des fois c'est juste un thème où on laisse entre les lignes percevoir ce qu'on pourrait peut-être travailler dans cet endroit-là, puis on n'en dit pas plus. Mais donc classiquement c'est des séances d'hypnose. Dernièrement je m'amuse un peu à faire des choses un peu différentes, un peu plus scriptées, juste moi histoire de créer de la nouveauté. Mais voilà, c'est beaucoup des séances d'hypnose. Ouais. Et donc je lance la vidéo YouTube et je fais la séance avec toi, c'est ça? Exactement. Tu lances la vidéo YouTube, tu t'installes quelque part, allongé, assis, peu importe, et tu te laisses transporter pendant 20 minutes, une demi-heure, un peu plus parfois. Et évidemment, comme on le disait, c'est avec des axes particuliers. Alors, les vidéos, tu me disais tout à l'heure le titre de celle qui marche le plus. En fait, en vérité, je connais pas le titre de celle qui marche le plus, mais je sais le thème de celle avec un S qui marche le plus. En fait, c'est le sommeil. Il y a quelques vidéos qui sont sur le sommeil.
Un gros problème pour beaucoup de gens. Exactement. Voilà, tu connais le truc, c'est un très gros problème pour beaucoup de gens. Moi, j'ai pas réussi à dormir hier soir. Tu vois, c'est rigolo. Mais voilà, mais je me suis endormi à 3h du matin. Mais va sur la chaîne YouTube. Ouais. Voilà, regarde, il y a une playlist pour dormir. Et donc c'est ces vidéos-là qui marchent beaucoup, entre autres parce que je crois qu'elles plaisent beaucoup et qu'il y a pas mal de gens qui, dès qu'ils ont un petit souci pour revenir, ils reviennent dessus, même s'ils l'ont déjà écouté la semaine dernière. Ils disent tiens, aujourd'hui c'est pas grave, je vais faire ça. Et donc ça. Il y a pas mal de vues parce que les gens reviennent encore et encore de temps en temps sur différentes vidéos. Combien de personnes par semaine te contactent via ta chaîne YouTube ou par mois pour te demander des séances ensuite payantes d'hypnose? Beaucoup parce que alors il y a des gens qui vont pas me contacter, qui vont directement aller sur mon site. Moi j'ai un site qui est dédié à l'accompagnement en ligne. Qui s'appelle hypno.live et qui est un site que j'ai fait entièrement, que j'ai monté entièrement, que j'ai lié avec un Calendly, un machin. Alors j'ai lié avec Calendly à l'époque où il faisait pas de la visio, alors fallait le lier avec plein de trucs automatiques, c'était hyper complexe. Maintenant c'est très simple. Mais du coup les gens viennent, ils prennent rendez-vous et puis tout est automatisé et on se retrouve un jour, hop, ils ont pris rendez-vous, on est en visio, on est prêt pour travailler ensemble. Et c'est incroyable. Alors pour expliquer à toutes ceux et toutes celles qui nous regardent, si vous êtes thérapeute, vous pouvez donc utiliser effectivement un outil de planification de rendez-vous qui s'appelle Calendly. Oui. Calendly. Et donc toi Thibaut, tu as cette chaîne YouTube avec plus de 25 000 abonnés au moment où on enregistre cette interview, avec des vidéos gratuites, des séances d'hypnose qui permettent aux gens depuis chez eux de découvrir cette thérapie. C'est exactement ça. Ça remplace absolument pas un accompagnement, évidemment. Ouais. Mais ça permet de découvrir l'état d'hypnose un peu. Ça permet de découvrir aussi le positionnement du thérapeute. Tu vois, comment on se sent quand on a cette personne-là qui nous parle? Est-ce qu'elle nous paraît alignée, pas alignée? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que ça permet un peu de découvrir tout ça? Et puis voilà, à un moment de se dire tiens, peut-être que si j'ai envie de travailler sur tel sujet, lui il me paraît bien. Et voilà. Et donc effectivement, les gens viennent sur le site sur HypnoLive. Grâce à Calendly, ils prennent un rendez-vous. En fait, ils reçoivent directement un petit lien de visio. Et puis le jour même, on a tous les deux le même lien de visio. On se connecte, on discute. Même le paiement d'ailleurs se fait en ligne automatiquement de leur côté. Donc c'est un truc. Moi, je m'occupe de rien. Tu gagnes un temps fou. Toi, tu te concentres sur ce que t'aimes le plus. C'est dingue. Non mais le temps qui est gagné, et c'est fou. Moi, en fait, mais je l'ai toujours eu cette idée-là, même quand j'étais en production audiovisuelle. J'ai une obsession dans la vie. C'est le temps. C'est le temps et c'est d'enlever le maximum de friction. Que tout soit le plus facile possible, que tout glisse, que tout s'enchaîne. Et s'il y a un endroit où je me dis, là, dans le processus, tout va bien, mais là, ça bloque un peu, on regarde là, qu'est-ce qu'on peut faire pour, c'est pas grave, on change. Et donc moi, j'avais envie de me donner tout mon temps aux gens que j'ai en séance individuelle, à la création sur YouTube, et puis à d'autres projets. J'ai plein de projets. Moi, je suis un mec qui adore faire plein de trucs. On va en parler aussi. Et puis plein de trucs aussi qui sont jamais sortis, mais où je m'amuse. Je fais de la guitare, enfin, tu vois, et j'ai envie d'avoir du temps, par exemple, pour faire de la guitare. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui prend du temps quand on est accompagnant? La prise de rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche une solution pour automatiser. Maintenant, en plus, avec Calendly, c'est très simple. Avant, c'était compliqué. Maintenant, ça l'est pas. Et il y a ça, il y a d'autres logiciels, mais voilà. Donc les gens testent sur YouTube et ils viennent. Les factures, elles sont automatisées aussi? T'as des choses comme ça? Non, alors les factures, c'est le seul truc qui sont pas automatisés parce que pour l'instant, je suis pas content de ce que je trouve. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué de trouver le bon truc, etc. On pourra en discuter si t'as des tips. Mais Dougs, D-O-U-G-S. Bon, on mettra les liens. Alors voilà, totalement. Il faut que je trouve une solution à cet endroit. Tu as mis le doigt dessus. C'est le seul endroit de tout mon processus qui n'est pas automatisé. Je sais que c'est souvent la difficulté, mais donc en tout cas, alors des vidéos YouTube, les gens te trouvent via les moteurs de recherche, via YouTube, via Google. Ce sont des personnes qui sont intéressées par l'hypnose comme solution possible, mais ils vont taper par exemple sur Internet troubles du sommeil et tomber sur une de tes vidéos, découvrir que l'hypnose est une des solutions possibles, te découvrir à prendre confiance avec toi, réserver automatiquement via Calendly. On perd pas de temps. Exactement. Et là, j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui sont thérapeutes, de réaliser la différence incroyable entre faire ça et s'inscrire sur ces sites qui étaient assez populaires dans les années 90, dans les années 2000, où il y a des centaines... Les thérapeutes.com, les choses comme ça. Des centaines, des milliers de thérapeutes. Alors, c'était beaucoup le cas dans le monde de la voyance, notamment avec oui, c'est vrai. Tu vois, avec tu vois des photos de gens, un titre, un prix à la minute et tu appelles. Évidemment que un thérapeute qui est noyé dans ces systèmes-là
avec des sites assez pauvres où on peut pas Bien avoir sûr. des profils très détaillés, très enrichis, mais ça va être beaucoup plus dur pour lui de vivre de son activité, mais surtout, la qualité de la relation. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même. Et en plus, tu sais, sur ce que tu dis sur les sites où c'était listé comme ça, avant. Il y en a encore. Il y en a encore. Et oui, je sais, j'ai des amis qui sont dessus. Et il y en a encore. Mais avant, il fut un temps, il y a longtemps, on n'avait pas d'accompagnement par Internet. Tout ça était compliqué. On ne se voyait qu'en physique. Donc, à la limite, être sur ces sites, on se disait, bon, si on me cherche, il y a des chances que le monsieur tape sa ville, et puis je suis pas loin, il me trouvera comme ça. Sauf que maintenant, ça vaut plus, ça, parce que les gens, ils attendent aussi d'être pouvoir être accompagnés en ligne, etc. Donc, c'est juste une boule de centaines et de centaines et de centaines de milliers de thérapeutes. Et comment on est choisi là-dedans, si même la notion de distance, elle n'existe plus. Donc, on est totalement perdu. C'est un truc de l'ancien temps. Ça va s'enlever. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a des équivalents un peu de Doctolib qui se sont lancés dans la médecine douce, qui sont Médoucine, qui listent, mais qui listent intelligemment, avec des avis, avec des... Voilà, mais je pense que... Profil détaillé. Voilà, et puis là, ça donne envie, et puis il y a des photos, et puis tout est assez léger, tout donne envie, tout est pensé. Les sites, listing, ou juste un nom, un numéro de téléphone et un prix à la minute, ça faut oublier. Ça sert plus à rien. Mais rien, en tout cas, ne peut être, à mon sens, plus efficace que du contenu long, détaillé. Alors, en plus, la vidéo qui crée une confiance... Tous ceux que j'accompagne, les thérapeutes, je leur dis, mais faites de la vidéo. Et c'est ok de pas se sentir de le faire et de dire non, je vais faire autre chose, etc. Mais posez-vous la question de, tiens, est-ce que je peux intégrer la vidéo? Comment je me sens? Et peut-être, et c'est ok si c'est le cas, peut-être que c'est un endroit où il y a de la marge de progression. Peut-être que c'est un endroit où on peut se dire non, je suis pas bien, mais si je travaille, si j'apprends, si je développe, c'est ok de pas se dire, je vais pas tout de suite être Pierre Tchernia et être le plus grand animateur. Non, il y a un moment où on apprend aussi. Mais oui. Donc, mais la vidéo, c'est pour créer du lien, pour une rencontre, c'est super. Moi, les gens qui viennent en thérapie, ils ont l'impression de me connaître. Ils connaissent déjà mes positionnements, ils connaissent ma manière de penser, ils connaissent ma manière de parler. On se voit, la plupart, les trois quarts me disent « Oh, c'est bizarre de vous parler, mais le lien est déjà là. » Il faut oser faire de la vidéo et évidemment... on peut le faire avec des moyens, c'est pas le thème de cette vidéo, mais de cette interview, mais on peut le faire avec des moyens très rudimentaires au début. Là, effectivement, je vous regarde, je suis en studio, mais on n'est pas non plus maquillé. Moi, j'ai assez peu dormi d'ailleurs cette nuit parce que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le réflexe d'aller sur la chaîne de Thibaut malheureusement, ce qui m'aurait bien été utile quand à 3h du matin, je comprenais toujours pas pourquoi je dormais pas. Mais on n'est pas maquillé, on ne va pas monter la vidéo, on va pas couper les on va pas couper les bugs, on va pas couper. Non, donc ce qui compte en tout cas, c'est juste de raconter quelque chose qui vous passionne avec du cœur et vous verrez que l'audience en fait se créera automatiquement. Donc le troisième levier, super clair, des vidéos YouTube, un système super simple et puis après évidemment tu t'es formé sur YouTube, sur comment étudier les mots-clés, etc. Mais la base c'est surtout de se dire en tant que thérapeute, je peux me faire connaître avec du contenu. D'ailleurs, parenthèse par rapport à ça, on vient de finir ensemble chez Live Mentor la formation YouTube. Tout à fait. Et que je présente. Donc, si vous avez envie d'aller trouver justement comment on produit une vidéo, comment on produit, comme tu disais, des vidéos simples ou des vidéos complexes avec du multicam, des choses comme ça, de la musique, ou que ce soit avec un téléphone portable ou avec une caméra. Comme tu dis, en fait, la vidéo, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc, voilà, nous, on a fait une petite formation sur ça. Absolument. Voilà. On a fait une formation avec accompagnement, finançable Pôle emploi, CPF, et un mentor qui vous accompagne pendant 3 mois pour réussir à avoir votre chaîne YouTube avec vos abonnés. 4e levier de réussite pour un thérapeute et que toi tu as mis en place, c'est la diversification des activités. Oui. Alors avant de rentrer dans le détail, que tu nous racontes toutes les activités que tu as et je sais que tu es assez hyperactif, j'aimerais commencer avec un problème que je vois souvent, qui est la lassitude des consultations. Alors vous allez me dire, c'est un problème de riche, c'est un problème de quelqu'un qui vit de son activité. Oui, mais c'est quand même un problème. C'est quand même un problème et il faut réaliser que une activité de thérapeute, une activité de coach, ce qui est moi mon activité, une activité où on donne beaucoup. Si on passe toutes ces journées en séance,
on est vidé. Et donc, j'irais de manière peut-être originale que peut-être la première raison de diversifier ses activités, c'est pour préserver son niveau d'énergie quand on est thérapeute. Totalement. C'est hyper bien dit, c'est totalement ça. C'est vraiment la question du niveau d'énergie, la question de l'intérêt. Et en plus, quand on est... je pense que c'est le cas, effectivement, comme tu dis, quand on est coach, mais d'autant plus quand on est thérapeute, il y a quand même un être humain en face. Et il mérite notre attention, et il mérite notre énergie. Et que si on a fait, j'ai une bêtise, 8 séances l'avant-veille, 8 séances la veille, 8 séances aujourd'hui, et qu'on se dit, oh là là, il y en a encore plein, comment on peut être vraiment là? Et je crois pas, enfin, peut-être que c'est possible, mais moi je crois pas que c'est possible. Je crois qu'à un moment il faut équilibrer entre, il y a une partie qui va être l'accompagnement individuel, il y a une partie qui va être autre chose, il y a une partie, Il se trouve que effectivement, moi j'ai fait le choix, déjà d'avoir la chaîne YouTube qui me prend pas mal de temps. Sur la chaîne YouTube, moi j'adore produire. Je suis en termes de publication un mauvais élève parce que moi je publie quand je publie. Moi j'aime bien faire les choses comme ça vient, sur la spontanéité. Mais je travaille avec d'autres sociétés. Je travaille avec une société qui s'appelle LiveLab, qui est spécialisée dans l'accompagnement du sommeil, qui est une start-up française avec à leur tête des gens que j'adore. Et donc, on travaille dans ces directions-là ensemble, on crée des choses ensemble. Je travaille avec d'autres startups justement à lancer des projets qui sont dans le bien-être, dans le développement personnel et à être sur quelque chose qui est éthique, où on discute de quelle forme ça peut prendre, comment ça marche, etc. J'ai un livre que j'ai sorti, qui est un tout petit livre, un tout petit bouquin, mais dont je suis très fier. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le Petit guide du langage hypnotique. Voilà, le petit guide du langage hypnotique, qui est justement un petit guide du langage hypnotique. Petit guide parce qu'il fait, je sais pas, peut-être 55 pages. Mais que tu as auto-édité, tu as toujours le goût de la rapidité, tu t'es pas embêté avec un éditeur. Non, moi j'aime bien quand les trucs se font rapidement, ils se font, et puis quand on contrôle, C'est-à-dire que moi j'aime bien les choses qui sont ma responsabilité, jusqu'à un certain point où, parce que je crois que c'est aussi, alors là on ouvre une autre parenthèse, mais quand on est entrepreneur, il y a un endroit où il faut aussi apprendre à déléguer. Parce qu'autrement il y a un plafond aussi. Mais je dois avouer que moi je suis dans des endroits où j'aime bien contrôler. Donc par exemple, et parce que contrôler, on peut aller vite aussi. Tu sais, c'est toujours, je sais plus, peut-être que tu l'as cette expression-là. Je vais essayer de me rappeler, mais il y a une expression qui dit si on veut aller rapidement, on va seul. Si on veut aller loin, on va plusieurs. Voilà, exactement. Voilà, il y a un peu ça. Et donc moi j'aime bien aller rapidement pour l'instant. Il se trouve que j'ai de la chance, il y a des choses qui vont loin aussi, mais j'aime bien aller rapidement. Mais oui, donc du coup. Et combien de lecteurs et de lectrices sur ce livre? Il est sorti il y a combien de temps? Écoute, j'ai pas calculé combien de lecteurs et de lectrices parce qu'il se trouve que le back office Amazon est très mal fait pour avoir les chiffres exacts. Je sais juste que j'en vends entre selon les jours 5 à 30, des fois 50, ce qui est beaucoup sur un tout petit livre comme ça. Et on est en milliers du coup. On est en milliers. Non, mais on est sur un vrai. On est en milliers. Moi, le livre oscille sur tout ce qui est thérapie. Amazon a des catégories. Il y a une catégorie hypnose. Moi, j'oscille entre le numéro 1 et le numéro 2 des ventes, à côté de gens qui sont on ne peut plus brillants que moi et tout ça. Mais non, c'est des grosses ventes. Et ce livre, je l'ai sorti il y a peut-être 3 ans, peut-être un peu plus même, et il a toujours été dans ces moyennes-là. Donc oui, ça se compte en milliers de ventes. En fait, il serait dans une librairie. On dirait que, on aurait le même prix sur un livre édité classiquement. Ouais. On dirait que c'est un succès, c'est un vrai succès. Donc pour moi, évidemment, c'en est un, bien sûr. Donc des consultations en tant qu'hypnothérapeute, son activité principale, des vidéos sur YouTube, un livre, des collaborations avec des startups dans le domaine du bien-être. Oui. C'est un beau panel d'activités. Oui, et puis nous. Et puis Live Mentor. Non, mais aussi, il y a ça, les activités qu'on a avec Live Mentor, la fabrication de la formation YouTube et l'accompagnement des élèves. Moi, je trouve que c'est génial. Et, on en est où? Beaucoup. On a passé une main. Une école de théâtre. Tu as une école de théâtre? Une école de théâtre dans laquelle, dans laquelle je travaille, où j'ai créé un système d'accompagnement plutôt justement gestalt, méditation, hypnose pour les acteurs. Tu vois, c'est hyper varié. On va pouvoir faire vraiment beaucoup de vidéos avec toi, Thibaut. Super clair. Donc le 4e levier,
diversifier ses activités, ça peut aller très loin. Je fais une toute petite parenthèse avant que tu fasses ça. Tu parlais tout à l'heure au bout d'un moment, on peut être fatigué quand on fait plein de séances. Moi, pour donner juste une idée très précise aux gens qui nous écoutent de mon rythme de séance, parce que c'est intéressant, je trouve, justement, quand on parle de diversifier ses activités. Moi, par exemple, mais mon cabinet n'est ouvert qu'une semaine sur 2. D'accord. Déjà. Et il n'est ouvert, je fais le mercredi toute la journée, jeudi, vendredi, samedi matin. Point. Tout le reste du temps, lundi, mardi de cette semaine-là, et les autres jours, c'est toutes les autres activités. Donc c'est aussi ça l'intérêt, de les lancer au fur et à mesure et de pouvoir baisser le nombre de consultations pour les remplacer. C'est exactement ce que j'ai fait. Au début, j'avais beaucoup de consultations. Alors j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu ça a son lot de choses bien, c'est que j'ai eu un cabinet qui s'est tout de suite beaucoup rempli. Entre autres, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais entre autres parce que j'avais fait des vidéos avec Doctissimo. C'est le dernier thème, c'est le dernier point. Après. Mais entre autres pour ça. Et du coup, j'ai eu un cabinet qui s'est rempli tout de suite. Donc, j'ai pas eu cette progression tranquille qu'on peut avoir quand on ouvre un cabinet. J'ai tout de suite été très rempli, ce qui est très bien. Mais ce qui, comme tu le dis, aussi fatigue. Et tout de suite, je me suis rendu compte OK, il va falloir que je rééquilibre tout ça parce que, en plus, moi, j'ai dans mon accompagnement, je sais pas comment ça se fait. Il y a beaucoup de bouche-à-oreille à cet endroit-là, et puis il y a peut-être ce que les gens perçoivent dans les vidéos YouTube. Mais j'ai beaucoup de sujets qui sont des sujets plutôt très graves. Pas beaucoup de sujets, j'ai de l'addiction, des choses comme ça, mais j'ai beaucoup de choses qui sont très très graves, de choses liées à la sexualité, des viols. Voilà, exactement. Je tournais autour, mais tu l'as senti, de choses comme ça. Et du coup, évidemment, quand on en a beaucoup et qu'on fait ça toute la journée, on peut pas dire qu'on sort pas chamboulé par toutes ces choses-là. Donc, il y a eu un endroit où je me suis dit, OK, en fait, si je veux être là pour les gens, si je veux être, évidemment, moi, j'ai tout un travail sur moi, j'ai un thérapeute, j'ai des groupes de parole, des choses comme ça, mais il y a quand même un endroit où tu dis, OK, je peux pas être stimulé tous les jours par ça. Donc, voilà. Et effectivement, comme tu le dis, avec le temps, j'ai commencé à lancer un truc qui m'a pris du temps et puis qui a commencé à marcher. Alors, je me dis, OK, je vais m'enlever une journée. Et puis là, on en est à un truc où du coup, oui, il y a des sujets graves, oui, il y a des sujets lourds, oui, je suis toujours impacté, mais je suis là. Ouais. Tu vois, je suis là, une semaine sur 2, je sais que je suis là et que je suis pleinement disponible pour toutes ces choses-là. Et quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ouais. Voilà. Merci d'avoir partagé ce message parce que sur effectivement l'activité spécifique de thérapeute, je crois qu'il est important de couvrir toutes les réalités derrière cette stratégie de diversification des activités. En fait, ça couvre des réalités qui sont très différentes et je pense qu'on a bien couvert ici. 5e et dernier levier de réussite, c'est ce qu'on appelle la fameuse marque personnelle, réputation, notoriété. C'est le fait de réussir à, indépendamment de notre création de contenu à nous, notre chaîne YouTube, notre blog, etc., à avoir des caisses de résonance. Et toi, tu as réussi à le faire, notamment via un partenariat avec Doctissimo, mais avec plein d'autres choses. Je sais que tu participes aussi à beaucoup de conférences, à des sommets virtuels. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment tu as réussi à être présent dans différentes communautés? Alors moi, j'ai tendance à croire, il y a un truc, mais que ce soit les thérapeutes ou à d'autres endroits, souvent, les gens qui ont envie d'être, j'ai un peu déraillé souvent, les gens qui ont envie d'être, de créer des projets comme ça, de créer des endroits où, par exemple, où ils vont avoir des conférences, présenter des choses, etc. Ils essayent de matcher une image, tu sais, à se dire, il faudrait que je sois comme ci, et puis on va me proposer des projets, et puis on va me faire des choses, et puis moi j'ai une vision de ça qui est, on te présente des projets, on te présente des choses à faire. Quand cette chose à faire, elle correspond avec ta personnalité. Donc, assume ta personnalité, vas-y à 200% et fais confiance à ce qu'on va te proposer sur le chemin. Et moi, j'ai jamais été dans un truc un peu manipulatoire de « Ah, je vais me faire copain avec lui et puis ça va machin. Ah, je vais faire comprendre à telle personne que j'aime bien tel sujet et puis ça va. » Non, en fait, rencontre les gens pleinement, avec le cœur, vas-y. Fais le fou si t'as envie de faire le fou, sois calme si t'as envie d'être calme, dis des bêtises si t'as envie de dire des bêtises, et puis les gens vont sentir, voilà quel type de personne tu es. Et au bout d'un moment, peut-être que on va te donner des projets ou pas. Comme tu dis, donc on commençait à en parler un peu tout à l'heure, mais oui, par exemple, je travaillais avec Doctissimo. Je travaillais avec Doctissimo puisqu'on n'a pas reproduit là cette année, mais Doctissimo, c'était des gens avec qui je m'étais entendu dans ma vie d'avant de Lagardère et qui ont gardé en tête. Évidemment, ils n'ont pas gardé en tête, ils me connaissent pas en tant qu'hypno.
Ils ont juste gardé en tête, ok, voilà quel feeling j'avais avec Thibaut. Je sais qu'il s'est lancé dans l'hypnose, dans l'accompagnement. On a envie de faire un truc dans l'hypnose ou dans la sophro, il savait pas trop, etc. Ils m'ont appelé en me disant, tiens, est-ce que ça te dirait? Et ce qui est resté dans leur esprit, c'est pas Thibaut fait l'hypnose, ils ont juste entendu parler, ils ont su que je m'étais mis à l'hypnose. C'est qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je dégage pour eux. Et ça, je pense que c'est super important. Là, il y a pas longtemps, j'ai présenté en ligne, comme tu dis, un sommet virtuel pour la sortie d'un livre chez un éditeur. Et l'éditeur me connaît même pas. Hein. C'est un des auteurs qui a dit non, mais lui, il faut qu'il vienne. Lui, en fait, il sera très bien, il va venir, etc. Et donc oui, comme tu dis, on peut appeler ça un peu des caisses de résonance parce qu'en fait, ça fait que on est là, on est nous-mêmes. Et notre manière d'être nous-mêmes, ça ancre chez les gens, ça s'imprime quelque part. Et quand il y aura des projets, des choses comme ça, tout naturellement, ils vont venir nous chercher, tout naturellement, ils vont venir, et ça va nous donner un peu plus de visibilité. C'est une chose sympa, un peu plus de légitimité. Ça aussi, c'est pas mal. Un peu plus de choses à vivre. Moi, je sais que les premières fois, on m'a proposé de faire des lives hyper réguliers, des choses comme ça. J'étais comme un enfant en me disant, oh, ça y est, je suis un présentateur. Et évidemment, j'ai dit oui. Et ça a été un super apprentissage sur le coup. Et voilà, j'adore avancer comme ça. Je trouve que et je parle pas, comme on disait tout à l'heure, on parlait vraiment de diversifier ses sources de revenus. Et là, je parle de diversifier ses sources de plaisir. Oui. Tu vois, de se dire en fait, vas-y, laisse-toi raisonner dans le monde, fais des choses, dis oui quand t'as envie de dire oui, dis non quand t'as envie de dire non, mais essaye pas de correspondre à une image. Pour le côté des thérapeutes, moi j'ai ma manière d'être thérapeute, d'autres ont leur manière d'être thérapeute. Il y a des gens qui sont très psychanalyse freudienne, un peu plus classique, etc. Assume-le. Mon père. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais tu vois, pourquoi pas? Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'être dans un mouvement, machin. Il y aura toujours des gens qui seront intéressés parce que la personne de tel type a à dire. Donc voilà. Et effectivement, ça déclenche plein de choses. Ça déclenche plein de partenariats, ça déclenche plein d'amitiés, ça déclenche plein de choses comme ça. Top. Bah écoute, merci infiniment pour ce partage. Moi, je retiens aussi un élément dans tout ce que tu viens de dire, c'est la liberté de la personne qui est à son compte, la liberté du thérapeute indépendant, la liberté de l'entrepreneur au final, qui est capable d'aller dans des écosystèmes différents, qui est capable de passer d'un groupe à l'autre. Oui. Et d'ailleurs, parenthèse par rapport à ça, moi j'ai toujours, depuis 2013 quand je m'étais lancé, donc j'avais lancé mon cabinet, et puis en parallèle de l'école, j'avais toujours mon petit cabinet, quand j'étais directeur là-bas. Et j'ai toujours accompagné les gens un peu en visio. Il y a toujours eu des moments où quand les gens disent ah bah là je vais être en déplacement ou moi je dis bah c'est pas grave, on fait en visio. Donc j'ai toujours d'abord eu l'impression que la visio pouvait se faire dans l'accompagnement, même en hypnose, et que ça avait sa place. Et quand je disais ça à mes professeurs de l'époque ou à d'autres personnes, ils me disaient mais enfin t'es fou, qui fait de l'hypnose en accompagnement, mais qui fait ça, enfin et il y avait même ça, c'était pour les bons, les bonnes personnes pas dans le jugement, qui me disaient mais enfin qui fait ça, tu es fou. Et d'autres qui me disaient ouais, toi t'es un bel arnaqueur, tu vois, presque tu leur fais croire que ça marche, alors que et moi j'ai toujours défendu ça, par exemple. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, c'est que là avec le Covid, d'un seul coup, tout le monde s'est rendu compte que il y avait beaucoup de choses qui étaient faisables en ligne. Et du coup, ça ouvre aussi cette perspective de mais tu sais quoi l'avenir du métier d'accompagnement, tu vois? Moi, je sais très bien, il y a des gens que j'accompagne, une Française en particulier à qui je pense, elle est en Thaïlande. Ouais. On reçoit mieux dans la communication, tu sais, la qualité de l'écran, la qualité du son, on reçoit mieux qu'avec des gens qui sont en Bretagne. Je dis mais peut-être que tu vois, à un moment, on se dit avec ma copine, mais peut-être qu'on pourrait aller vivre là-bas et puis continuer, et puis juste faire tu vois, tous les clients francophones. Et donc, il y a aussi ça, quand tu parles de liberté, je pense à ça, c'est qu'avant, on imaginait de toute façon le thérapeute dans son cabinet d'une certaine manière, d'une certaine façon, avec une certaine approche. Et avec les coûts que ça a de louer un cabinet dès le début. Ouais. Exactement. Ah, mais moi, ce qui m'a permis de vivre, c'est que très rapidement, en fait, j'avais eu un cabinet au tout début, parce qu'on le passait gratuitement. Voilà, pour dire les choses clairement, c'était l'école qui avait ses cabinets et qui m'avait dit bah tiens, si tu veux, tu peux aller dans ce cabinet-là. Et en fait, à partir du moment où j'ai plus pu utiliser ce cabinet-là, moi je continuais à avoir des gens, je les ai pris chez moi.
Je n'ai jamais eu de cabinet. Le cabinet, déjà, moi, j'aime pas la manière dont est chargé un cabinet. Mais comme tu dis, il y a un truc de liberté de se dire, mais peut-être que le thérapeute de demain, il n'a pas de cabinet. Peut-être qu'il est en ligne. Peut-être que c'est chez lui. Peut-être que, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, il faut pas hésiter à réinventer le truc. Je dis pas que je l'ai réinventé moi en faisant le truc en ligne, mais en tout cas, j'avais ce sentiment-là que ça pouvait se développer. Je le faisais, ça marchait. Et en fait, j'étais pris pour un fou par tout le monde. Le fait que le Covid soit arrivé et que tous les thérapeutes soient plus ou moins forcés à un moment de continuer d'une manière ou d'une autre, et ben on s'est rendu compte que oui, et ben en fait dès qu'on croit que ça peut marcher, ça marche mieux dès qu'on peut se dire ça marche. Donc voilà, ne pas hésiter à retourner un peu la table et à être le thérapeute de demain et de chercher des choses un peu différentes. Supprimer la table, carrément. Exactement. Merci beaucoup Thibaut, merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Merci à toi. Donc pour vous tous et vous toutes qui avez regardé cette vidéo, si vous êtes en train de lancer une activité de thérapeute ou si vous l'avez déjà lancée mais que vous avez du mal à en vivre et que vous avez besoin d'un coup de boost, un peu d'énergie et puis surtout des conseils concrets à appliquer, je vous rappelle les 5 choses qu'on a vues dans cette vidéo. Premièrement, la puissance du réseau. Deuxièmement, la capacité à oser mettre un prix sur ses prestations, la capacité à affirmer un positionnement, la capacité également à être flexible, à être fluide par rapport aux ressources financières de la personne en face de vous. Troisièmement, et c'est un des points les plus importants, la communication en amont, le marketing généreux, la capacité à partager ses idées via Internet. Thibaut le fait avec une chaîne YouTube qui a aujourd'hui 25 000 abonnés. C'est possible pour n'importe lequel d'entre nous. Et la parenthèse par rapport à ça, c'est que 25 000, ça peut paraître peu, mais peu importe. L'idée, c'est est-ce que derrière, ça fait connaître, est-ce que ça ramène des gens, est-ce que ça crée de la communauté, est-ce que ça crée du lien. C'est toujours ça, moi je parle toujours en termes de chiffres. Faut pas juste regarder le chiffre, faut regarder ce que ça amène derrière. Moi, j'ai un cabinet qui est rempli avec une communauté qui est hyper douce, hyper forte, hyper présente. Donc ne jamais hésiter, même si on se dit « Ah, c'est pas beaucoup ne jamais hésiter à se lancer sur ça. Absolument. Je corrige ce que je viens de dire. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, ni le nombre de vues. C'est effectivement le nombre de patients, de contacts que ça va apporter. Et ça peut commencer dès les premières vidéos. Quatrième point, la diversification des activités. Sûrement un des moments les plus importants de cette vidéo à revoir en prenant un carnet et en prenant peut-être des notes. Diversification des activités pour stabiliser l'entreprise, mais aussi, on l'a vu, pour faire attention à notre niveau d'énergie et ne pas tomber dans cette spirale où on donne des consultations non-stop tout au long de la journée. Et vous avez vu avec les exemples de diversification de Thibaut que ça peut partir dans beaucoup de directions possibles. Vous êtes capable de tout faire. Et cinquième et dernier point, la marque personnelle, la réputation, la notoriété qui peut se créer en allant parler, en allant partager votre message à différents endroits, dans des sommets virtuels, dans des conférences, dans des préfaces de livres par exemple, avec d'autres auteurs. Voilà pour ces 5 leviers de réussite pour un thérapeute qui se lance. C'était un nouvel épisode des Coulisses Live Mentor, notre nouvelle émission qui détaille chaque métier entrepreneurial, chaque niche d'entrepreneur. On va les voir ensemble et j'ai la chance d'être votre hôte, si vous avez envie de découvrir l'activité de Live Mentor, eh bien, vous pouvez vous rendre tout simplement sur le site livementor.com. Vous avez la liste des formations et surtout la possibilité de parler à un conseiller entrepreneurial qui prendra le moment nécessaire avec vous au téléphone pour comprendre où vous en êtes dans votre activité en tant que thérapeute. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qu'on peut vous partager déjà comme ressources gratuites, comme conseils pratiques? Et puis, si vous voulez aller plus loin, on a des formations qui sont finançables par Pôle emploi ou par CPF et qui sont basées sur un accompagnement pendant 3 mois avec un mentor qui connaît vraiment votre secteur d'activité, qui connaît votre situation, qui connaît les problématiques spécifiques d'un ou d'une thérapeute. Dans tous les cas, tenez-nous au courant, on est certain que vous allez construire de très belles choses et de très belles activités. Et puis, je me permets de le dire parce qu'encore une fois, j'ai un respect infini pour les gens qui font ce métier. Je pense que la société a besoin de vous, les thérapeutes, a infiniment besoin de thérapeutes, surtout dans la période actuelle. Et donc, c'est une responsabilité collective de réussir à transformer la société, à transformer le paysage des entreprises en France avec peut-être un peu moins d'entreprises industrielles et beaucoup plus d'indépendants à leur compte
qui sont des thérapeutes. À très bientôt.